effectivement ce travail qui est très riche. Pour le ministère de la Santé, effectivement, la ministre de la Santé et des Affaires sociales et de la Santé va demander à l'ANSM de conduire des études scientifiques pour étudier l'effet de ces cigarettes électroniques chez un fumeur qui a l'intention de s'arrêter. Donc on va effectivement avoir le moyen de pouvoir solliciter des travaux et puis demander à la Haute Autorité de Santé, qui est en train de réaliser une recommandation sur le sevrage tabagique, de prendre en compte aussi dans son travail l'ensemble des recommandations internationales existantes ou à venir qui traitent de ce sujet. Par exemple, on sait qu'il y a des recommandations britanniques qui seront, celles du NICE, qui seront rendues le mois prochain, et donc il faudra aussi en tenir compte. Effectivement, il y a beaucoup de questions que soulève cette présentation. Je préfère pour l'instant mettre de côté les miennes pour pouvoir donner la parole à la salle, qui j'imagine est avide de poser des questions à son tour. C'est surtout intéressant pour les fumeurs qui n'ont pas l'intention d'arrêter de fumer. Parce que celui qui a l'intention, il faut mieux mettre sous une nicotine qui s'arrête. C'était une étude, en effet, on a affaire à des fumeurs qui n'avaient pas l'intention d'arrêter de fumer, avec les deux projets françaises et on a montré dans une étude à Périgueux qui n'est pas encore publiée qu'un certain nombre de gens qui n'avaient pas du tout l'intention de s'arrêter de fumer, 11% d'entre eux se sont arrêtés, et puis la moitié ont diminué leur risque, leur consommation. Nicole Stenger, je suis praticien hospitalier en tabacologie. J'interviens aussi en milieu scolaire, mais c'est un autre sujet. Ceci dit, il est relié aussi aux cigarettes électroniques. Alors le premier point, c'est que j'ai été étonnée un petit peu de ce que vous avez dit par rapport aux constituants de la vapeur, parce que j'ai fait une revue des extraits du congrès de Boston qui s'est tenu en mars, je crois, 2013, et certes, les produits toxiques étaient en bien moins grand nombre et en bien moins grande quantité que dans la fumée de cigarettes, mais je n'avais pas retrouvé cette notion que M. Materne a donc dite en disant c'est infinitésimal. Bon, déjà avec le professeur Dotzenberg, on monte un petit peu, voilà, mais infinitésimal, bon, ça me paraît voilà, proche du zéro, alors que je n'avais pas tout à fait cette notion-là. C'est pas nul. C'est-à-dire qu'on va de rapport de 1 sur 400 à 1 sur 1000. Alors pour un fumeur, c'est infinitésimal, pour un non-fumeur, c'est pas négligeable. Hein. Si tous les non-fumeurs s'y mettent, il faut regarder. Voilà. Pour un fumeur, oui, ça... Oui, peut-être, voilà, c'est les non-fumeurs, mais pas les fumeurs. Voilà, c'est peut-être cette notion de... Enfin, moi, je l'ai perçu comme... C'est pas du tout inquiétant maintenant, même pour les non-fumeurs. Bon, voilà, donc je l'avais perçu comme ça, même si vous rectifiez les choses, à ce moment-là, bon, je tombe d'accord avec vous, puisqu'en effet, formaldéhyde, acroléine, il y en a très peu. Bon, c'était surtout ce point-là. En fait, lorsqu'on compare les deux modes opératoires, c'est le tabac ou la cigarette électronique, on ne peut pas faire une photo. Oui, certes. Il y a des systèmes de dripping où sur on fait beaucoup chauffer, on verse des gouttes dessus, là ça peut être beaucoup plus toxique. Oui, et si on continue à consommer la cigarette électronique à la fin, quand elle est presque vide et qu'on continue à être sur dessus, ça commence à sentir le cramer. Donc il y a aussi un mode d'utilisation plus sain. Tout à fait, je l'ai retrouvé. Donc il y a des recommandations à donner pour l'utiliser proprement. Oui, ça a été retrouvé. Merci. Maintenant, il y avait le professeur Yves Martinez qui souhaitait intervenir. Oui, Bertrand, d'abord, félicitations, c'est un beau travail, c'est sûrement pas facile d'arriver à faire travailler tout le monde ensemble comme ça. Je voudrais simplement une réflexion un peu stratégique. Ce matin, on a parlé tabac, on parle cigarette électronique cet après-midi. Le problème, c'est simplement la dépendance à la nicotine. Et d'un point de vue stratégique, on a dit ce matin qu'il fallait qu'il y ait un monsieur ou une madame tabac. Certains savent que ça fait des années que je le dis et que d'autres le disent. Il ne faut pas un monsieur ou une madame tabac, il faut un monsieur ou une madame tabac et produit de la nicotine. Sinon, on ne s'en sortira pas. C'est clair que politiquement, c'est dans le même package. Oui, je crois que Gérard Audureau a demandé. Oui.
Ça s'adresse à Caroline Drouin. J'ai beaucoup apprécié le détail et le côté très fouillé de votre analyse. Je pense par contre qu'une partie des recommandations faites par le groupe de travail de Bertrand Dutzenberg tient à ce que vous avez déterminé que la cigarette n'était pas fumée. Alors, je vous pose une question toute bête, avec toute la rigueur juridique qui vous caractérise. Vous voulez me dire comment on caractérise l'acte d'aspirer quelque chose et de rejeter de la fumée? Autrement que par un terme qui ne soit pas dans le dictionnaire français. Je ne sais pas si je vais satisfaire la question, mais il y a quand même la notion de combustion en arrière-fond. Et donc là, on n'est pas avec chimiquement, on n'a pas de la fumée. Donc en général, on parle de fumée quand il y a combustion. Oui, mais alors, pourquoi se rapprocher, pourquoi s'éloigner du terme fumée et ne pas essayer au contraire de s'en rapprocher en l'amalgamant? Il n'est pas interdit de penser également que l'Académie française, au lieu de dire j'adopte le mot vapoter, puisse dire le mot fumée s'étend également à. Oui, parce que ce que m'inspire aussi cette question, c'est ce dont parlait tout à l'heure Gérard Materne quand il parlait des dénominations, du vaporisateur personnel, de la cigarette, etc. Et donc on avait un déplacement des mots après avoir parlé du déplacement des produits tout à l'heure. Et effectivement, mais la question, c'est de arrimer tout ce dispositif-là à des produits du tabac. On voit bien le risque. C'est-à-dire qu'on risque effectivement de se retrouver dans un encadrement qui n'est pas forcément aujourd'hui, au vu des informations qu'on a partagées avec nous, qui n'est pas forcément la réponse la plus adéquate. Et encore une fois, tout ça mérite d'être étudié. Mais je crois que Bertrand Dutzenberg voulait... Non, je veux dire qu'on a eu une grande discussion dans le groupe, et pour montrer que je suis démocratique, moi j'étais contre le terme de vapeur qu'on a utilisé. Au début, on avait dit il n'y a pas de mots qui vont bien, donc j'avais inventé e-fumée, et puis je me suis fait jeter par la moitié des gens. Après, on a mis vapeur. Finalement, ils m'ont abattu, j'ai mis vapeur, j'ai cédé, mais ça veut dire que c'est une discussion démocratique et qui a été vraiment violente et longue, parce que le terme est très important, et clairement, c'est pas de la vapeur. Ça ne répond en rien à la définition de la vapeur. Un brouillard. Un aérosol. Un aérosol en général, ça veut dire. Jacques oui, je voudrais juste rapporter la parole des vapoteurs. Ils veulent, pour la plupart, couper le lien avec le tabagisme, avec la cigarette. Et leur réponse à ce genre d'argument, c'est de dire non, ne nous renvoyez pas vers la cigarette. Et ils veulent se dissocier de l'acte de fumer. Donc c'est pour ça qu'il faut créer un vocable différent. J'aurais dû le faire dès le début. Mais ils le font, ils disent vapoter, ils ne parlent pas de fumer, ils parlent de vapeur. Aujourd'hui, ils se sont installés dans la société, ils fument partout, y compris là où c'est interdit. Non. Et on laisse passer ça. Ça, c'est juste une affirmation et sans preuve. Non, mais un terme inventé m'aurait plus plu, parce qu'il n'y a pas de vapotage. Moi, ça me plaît, parce que c'est complètement inventé, ça ne veut rien dire. Vapeur, ça veut dire autre chose, et c'est pas la signification de ce qui sort. Bonjour, une autre question dans la salle. Journaliste pour CNET. D'abord, merci pour cette étude, et puis d'avoir un petit peu isolé les liquides, ce qu'il y avait dedans, le vapotage passif. Moi, j'ai une petite question également concernant tous les vapoteurs. On fait partie également des vapoteurs. C'est sur les matériaux. Il y a beaucoup de questions sur le plastique qu'on trouve sur ces Clearmiser, sur les réservoirs, le plastique qui contiendrait peut-être du bisphénol, sur les mèches, puisque la mèche, c'est ce qui permet de faire remonter le liquide à l'atomiseur. Donc la mèche peut cramer, elle est composée, voilà, on ne sait pas trop si c'est de la silice, si c'est de la fibre de verre, du coton, comment elle se comporte, qu'est-ce que vous avez étudié du moins, comment se comporte ce dispositif? Alors, la plupart des bêtises qui sortaient de ça, c'est quand les gens trafiquaient. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, les machines ne marchaient pas bien, les vapoteurs, ils n'étaient pas heureux. Il fallait d'abord qu'ils apprennent bien à s'en servir, et puis ils bricolaient, ils remettaient une pile supérieure, ils mettaient un truc, ils faisaient des mélanges liquides. Maintenant que les produits industriels sont bons, les gens bricolent beaucoup moins. Sur les sites internet il y a 4 ans, ils bricolaient dans tous les sens. Et alors quand il y a des bricoleurs, quand c'est des jeunes qui bricolent, ça part dans tous les sens. Maintenant c'est quand même plus fiable, mais il faut regarder effectivement. Les normes, c'est bien
hormis la DGCCRF. Non, mais si on par exemple, la fibre là, si on met du coton, des choses comme ça fait des fines particules qui partent, c'est pas bon. Si le plastique ne résiste pas et qu'on met une file trop forte, le plastique chauffe, il y a des bouts de métaux qui sont dedans, donc il y a toujours des contrôles, des mesures à faire, il faut améliorer le produit, ça c'est la volonté. Les vapoteurs, ils demandent que ce soit contrôlé. Hein. Quand on dit qu'on veut faire la réglementation, on a l'air d'emmerder les gens. Vraiment, moi j'ai rencontré sur une émission de télé des clopinettes et des trucs comme ça, ils sont ravis qu'il y ait une règle. Et les vapoteurs, ils sont ravis qu'il y ait une règle et qu'on puisse leur dire dans ce produit, il est à peu près bien fait, pas mal fait, parce qu'il y a une petite inquiétude quand même sur comment c'est fait. Donc le fait d'imposer des règles, on n'est pas des ayatollahs qui veulent emmerder les gens, on est sur un produit qui est consommé par 1 million de personnes et qui va être consommé par plusieurs millions de personnes, une nécessité de mettre des bornes et des règles pour que les choses se passent bien et que le consommateur sache à peu près ce qu'il consomme quand il prend un produit. Bertrand, est-ce qu'on peut aujourd'hui recommander une, 2 ou 3 marques et décommander, interdire une, 2 ou 3 marques? On n'a pas de moi je suis médecin, je ne peux pas recommander, déjà quand on recommande le médiateur, on se fait attraper, alors je ne vais pas recommander. On ne peut pas faire d'ordonnance. On ne peut pas faire d'ordonnance. Non, mais quand les messieurs là posent une question, non, mais il faut aller, pour l'instant, tous les marchands, tous les boutiques spécialisées font des produits infiniment meilleurs que les pharmaciens et que que les pharmaciens que je connais, il y en a fait des très bons, mais que les pharmaciens que je connais et que les buralistes que je connais. Je rajouterais que en plus les vendeurs, je les ai regardés faire, font un vrai métier. C'est-à-dire qu'en fait, ils font de la tabacologie sans le savoir. Ça fait un peu... Oui, ils le savent. Non, pas trop. Et je trouve qu'ils sont de bons conseils et leur matériel est de plus en plus fiable, c'est vrai. Et le jour où ils auront pris toute la clientèle des fumeurs, ils vont attaquer la clientèle des ados. Hein. C'est pour ça qu'il faut mettre des règles. Non, mais c'est pour ça qu'il faut mettre des règles maintenant pour le prévenir. On voit l'histoire du snus. Le snus est parti comme un produit d'arrêt de tabac. Et maintenant, c'est le principal produit d'initiation de la dépendance à la nicotine chez les jeunes garçons suédois. Et s'il n'y avait pas le snus, c'est pas la fumerie. Non, le nombre de consommateurs de nicotine diminue dans le vieux débat. Parce qu'en fait, si tu additionnes snus plus cigarette, tu as une chose. 40%. En France, Plus. On va peut-être redonner la parole à la salle, parce que maintenant, il y a de plus en plus de questions. Il y a madame qui a le micro depuis tout à l'heure, madame là-bas. Il y avait une autre dame ici, messieurs devant moi, qu'on ne présente pas, et monsieur, que vous connaissez aussi, par là-bas. Donc, madame. Docteur Benissage, tabacologue. Aujourd'hui, quelle place doit-on donner à la cigarette électronique dans les moyens d'aide au sevrage tabagique en consultation? Pour ma part, aucun, puisque tu n'as pas le droit de faire une ordonnance. Parce qu'on n'a pas la preuve de l'innocuité et de l'efficacité. Tant qu'on fait une médecine basée sur les preuves. On n'a pas de preuve. En revanche, si un patient vient te voir en te montrant une cigarette électronique en disant qu'en pensez-vous, la question qui va suivre, fumez-vous encore ou combien fumez-vous? Si ça marche, oui. Moi, mon ennemi comme le tien, c'est le cancer du poumon, les maladies cardiovasculaires. Avec la cigarette électronique, on limite le CO et les composés organiques totaux. Donc on ne peut pas se battre, comme dit Jean-François Hettler, contre la cigarette électronique, on se bat contre le tabac, soyons clairs. Plus du tiers des malades venant en consultation de tabacologie l'ont essayé. On l'utilise. Non, l'ont essayé ou l'utilisent. 4 patients sur 5 nous posent des questions. D'accord, madame. Bonjour, Anne Bretel. J'ai entendu dire que les cigarettiers allaient fabriquer leur propre cigarette. Est-ce qu'ils ne peuvent pas rajouter des additifs comme l'ammoniac ou d'autres produits? C'est pour donner la parole à Gérard Dubois, qui voulait sur ce point. C'était la même question, d'accord. Non pas Philippe Maurice, Marlboro. Ils ont utilisé le terme de Marlboro annonçant venir sur le marché de la cigarette électronique. Et derrière ça, il y a une question plus vaste, qui est le lien entre ce qui s'appelle encore la cigarette électronique, et je vous demande de vous rappeler qu'il y a le terme cigarette qui est important, et d'autre part, l'industrie du tabac. Une petite remarque aussi sur le terme vapoter. Le terme vapoter évoque évidemment la convivialité. Et enfin, s'engage-t-on ou non, c'est une question sur la réduction du risque. Parce que c'est en fait ça qui est derrière. Donc, quelles sont les réflexions? J'ajoute que là, il y a 26 recommandations, 28 recommandations. Ça va être assez difficile de s'orienter sur des recommandations précises.
J'espère quand même, parce qu'il y a une certaine urgence, parce que le chiffre c'est 500 000. Donc c'était 500 000 l'année dernière, je suis sûr que dans le prochain Honorama, ce sera 1 million. Ouais, d'accord. Tous les chiffres, il y a 2 ans, ça double. Ça veut dire que ça ne peut qu'augmenter. Donc il y a une certaine hâte. Ah oui, non, mais il y a une grande hâte. Juste pour l'historique des cigarettiers, les cigarettiers ne croyaient pas à ce produit. Les cigarettiers, depuis des années, avaient essayé de faire des cigarettes sans fumer, presque pas de fumée, ça ne marchait pas, c'était pas bon. Et puis les fabricants de cigarettes électroniques ont formé la cigarette électronique. Au début, ça marchait pas bien, puis ils ont trouvé le truc pour faire le produit qui plaît. Et depuis 2 ans, ça marche. Et depuis 2 ans que ça marche, les rachats ont commencé il y a un an maintenant, 13 mois. C'est L'Oréal qui a racheté Blue aux États-Unis, qui a payé quand même la firme 135 millions de dollars. Et donc c'est déjà des trucs, qui a mis 40 millions de dollars de pub. Et maintenant, oui, non, mais c'était beaucoup pour les cigarettes, c'était pas beaucoup pour les cigarettes. Et maintenant, ça fait un tabac aux États-Unis, comme on dit, et ça se développe partout. Et toutes les grandes marques de cigarettes ont tous leurs projets. Et puis je pense que bientôt, on va avoir les labos pharmaceutiques qui vont s'y mettre aussi. Hein. Alors, s'ils étaient logiques. Je rappelle qu'un député du Nord a quand même envoyé un projet de loi sur l'exclusivité de vente par les... C'est pas le député du Nord, c'est le député des buralistes. Oui, et comme disait Vapoteur l'autre jour, lorsque quelqu'un a arrêté de boire, on ne lui demande pas d'aller acheter son eau dans le bistrot du coin. Bon, alors, effectivement, je vais donner la parole à madame à ma droite, qui avait demandé la parole, mais je vais juste compléter. Je me souviens qu'à la conférence mondiale sur le tabac et la santé de Helsinki 2003, il y avait une présentation sur effectivement ce qu'on appelait à l'époque les PrEPs. Alors, je ne suis plus très sûr de la définition, mais effectivement, oui, c'était produits ou dispositifs que les industriels avaient essayé de faire. C'est du tabac qui est avec du glycérol aussi, du propylène-glycol, qui brûle à peine et il y a au moins 10 produits différents, toutes les grandes marques ont essayé, et les consommateurs n'allaient pas dessus parce que c'était pas bien. Alors que les cigarettes, c'est bien, c'est tout, ça plaît. Et donc il faut que ça plaise. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit vendu qu'en pharmacie. Si ça ne plaît pas, les gens ne l'achètent pas, ne l'utilisent pas et ne changent pas. Alors madame qui demandait la parole depuis quelque temps. Bonjour, Claire Allais pour le magazine Alternatives économiques. Vous avez un peu en partie répondu à ma question. Je voulais vous demander aujourd'hui où et par qui sont fabriquées les cigarettes et qu'en est-il de produits peut-être frauduleux en provenance de Chine qui contiendraient des taux de nicotine supérieurs à ce qu'annoncé sur les paquets. Non, mais les Chinois, de fabriquer une cartouche de liquide, dans les liquides, ça vaut 1 centime. Donc de prendre du liquide de qualité pharmaceutique, de tout faire, ça revient à 2 centimes ou un truc comme ça. Ça coûte tellement peu cher d'avoir des bons produits qu'il ne faut pas se casser la tête à avoir des produits moins chers. Les liquides maintenant sont fabriqués beaucoup en France. Il y a une grande marque de liquide qui a annoncé avoir fait 23 millions de chiffres d'affaires cette année, 50 millions l'année prochaine, avoir 130 salariés à ce jour, qui est Alpha Liquide. Et sur les cigarettes, la plupart des cigarettes sont fabriquées en Chine. Mais c'est des grosses usines. Et vous dit, on ne peut pas vous livrer plus d'1 million de cigarettes par semaine. Alors attention. Et c'est des trucs qui sont contrôlés. Le dernier qu'on a vu sur le complément d'enquête où on était, c'était une ancienne usine de médicaments qui a été transformée en usine d'e-cigarettes. Les Chinois, si on leur dit comment travailler bien, ils travaillent bien. C'est pas, si on leur dit que c'est 1 centime le truc, ils vont faire un truc pas cher. Si on leur dit que c'est 1 euro, parce que de fabriquer une cigarette comme ça jetable, ça arrive en France, on peut les acheter par 1000 à 3-4 euros. Et ça, on les achète à 50 centimes d'euros, donc ils les vendent 10 fois plus cher. Donc il y a de la marge après pour ça, puis en plus c'est hors taxe, alors que les cigarettes ont 80% de taxes. Oui, madame, je vais demander la parole tout à l'heure. Oui, ma question était justement à propos des cigarettes jetables. Dans les supermarchés, j'imagine que ce sont plus des cigarettes jetables qui sont vendues, avec des quantités de nicotine qui sont de quelle heure? Parce que là, l'accès est libre pour les enfants. Dans les 80, parce que... Indiqué dessus. On a les mêmes proportions que dans les cigarettes non jetables. C'est les mêmes en proportion sur ce qui a marqué dessus, mais toutes les études faites avec ces cigarettes, quand on regarde ce qu'il y a dedans, il y a des énormes variations, alors que dans les liquides en petits flacons, ils sont mieux faits quand même. Donc, et en particulier en Angleterre, on n'a pas parlé de ça tout à l'heure, mais en Angleterre, l'association Reynolds a acheté Intellisig, une compagnie de cigarettes, et a déposé un AMM auprès de HMRA, ou je ne sais pas quoi, le système anglais, pour avoir un AMM dessus. Donc on va avoir d'ici la fin de l'année, a priori, un AMM pour une cigarette fabriquée par un cigarettier. Bonjour la confusion.
Il y a Yvan Berlin qui a jamais posé de question jusqu'à présent, qui demande la parole. J'essaie de faire tourner le micro un peu dans la salle et après... Ce qui me paraît urgent, c'est réglementer la cartouche. Le reste, on n'aura pas la réponse immédiatement. Parce que ça prend du temps et les fabricants ne feront pas des études, ça veut dire des pouvoirs publics, des pouvoirs publics n'auront pas d'argent, pas la finance. Mais réglementer la cartouche, 40 mg de cartouche, c'est une dose toxique. Donc, comment réglementer la fermeture, l'accès aux enfants? Oui, mais ça doit être réglementé d'urgence et ça, c'est une question de stress. Le reste, ça viendra avec le temps, mais ça, il faut un cas et tout s'écroule. Un cas de toxicité. Dessus, il y a les têtes de mort et tout ça, il y a les choses. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire immédiatement. Alors, il y avait Madame derrière Yvan Berlin qui n'a pas encore posé de questions. Bonjour, je suis Olivia Garcia, je suis médecin du travail et tabacologue et addictologue. Je voulais juste quand même rappeler peut-être pour les non-tabacologues de la salle, puisqu'il y a apparemment plein de journalistes, que la nicotine, c'est quand même un des produits les moins problématiques dans la cigarette et que c'est celui qui rend dépendant. Donc on parle de la nicotine comme produit dangereux et toxique, certes, pour les non-fumeurs, certes, pour les enfants. Et donc qu'on réglemente, c'est important, mais c'était juste une toute petite information pour les journalistes qui peuvent pas forcément, qui ne savent pas forcément que la nicotine n'est pas le produit le plus problématique de la cigarette. Non, mais c'est la nicotine complètement disponible dans un flacon de 40 ml est toxique. Mais elle n'est pas toxique dans les cigarettes, quand on la fume dans la cigarette. Mais c'est une question de disponibilité. Il y avait juste, je rappelle juste pour ceux qui donnent les micros, qu'il y avait 2 personnes sur ma gauche qui n'ont pas encore posé de questions. On fera tout à l'heure leur passer le micro. Donc, Monsieur Martinet qui a demandé quelque chose. Ça va aller très vite. Je reviens sur le problème de l'approche globale des différents produits qui contiennent de la nicotine. Est-ce que vous avez réfléchi, dans le cadre d'une démarche de réduction de risque, sur une taxation différentielle des différents produits en fonction de leur dangerosité, où on verrait la cigarette traditionnelle très fortement taxée, les produits pharmaceutiques qui ne présentent pas de risque peu taxés, et la cigarette électronique à situer entre les deux. Est-ce que vous avez réfléchi dans cette optique? Non, on a compris que les droits d'assises étaient réservés aux produits tabac, que la France avait essayé de réglementer le papier à cigarette comme un produit tabac, qu'elle s'était fait jeter, et donc on ne pouvait pas réglementer avec la réglementation européenne. Donc il faut, d'après ce que j'ai compris, changer la réglementation européenne, et donc c'est pas pour tout de suite. Alors il y avait Jacques Levoiset qui voulait encore intervenir. Alors, juste 2 petits points. Un petit point sur les histoires de dosage de nicotine dans les liquides, c'est en fait un problème technique. C'est très difficile à cause du propylène-glycol. Techniquement, il est assez difficile d'extraire la nicotine du propylène-glycol pour faire des mesures précises. C'est pour ça qu'il y a une certaine incertitude. C'est démontré. Maintenant, j'ai une question concernant une des recommandations. Si on interdit l'utilisation de la cigarette électronique dans les lieux publics, comment règle-t-on le problème des utilisateurs qui testent les produits dans les boutiques? Là, je veux, comme traditionnellement, simplement remercier d'avoir posé la question. Effectivement, elle va enrichir la réflexion. Il y avait M. Dussard qui demandait la parole. Excusez-moi, je vais poser une question un petit peu polémique, mais qui me tracasse beaucoup. Elle m'avait été posée il y a déjà longtemps par un vendeur de cigarettes électroniques sérieux. Il me dit, j'ai un jeune, il a 16 ans, il veut acheter des cigarettes électroniques pour ne pas se mettre à fumer. Je pose la question d'une façon beaucoup plus globale. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites montrant qu'effectivement les jeunes qui ont expérimenté la cigarette électronique deviennent habitués à l'utiliser, et éventuellement si, après cette utilisation, ils sont passés au tabac? Je pense pour ma part que ce serait intéressant d'examiner ça de façon très neutre pour savoir si la cigarette électronique ne pourrait pas à terme, je parle pour des minots de 15 ans,
devenir une petite prévention aussi. Donc la réponse à votre question sera donnée dans 5 ans. Pour l'instant, pas la donner. La seule chose que je peux vous dire, c'est que parmi les fumeurs que j'ai sur les écoles et collèges de Paris, ceux qui ont l'intention de s'arrêter de fumer ont moins utilisé la cigarette électronique que ceux qui n'ont pas l'intention de s'arrêter. La seule chose qu'on peut dire, c'est que quand les 17 ans dans les collèges utilisent la cigarette électronique, ils ont moins, quand on leur pose de projets stress, si vous avez l'intention de vous arrêter de fumer dans le mois, dans les 3 mois, dans les 6 mois, ils ont moins l'intention. Mais on ne peut pas aller plus loin. Est-ce que ceux qui ont expérimenté la cigarette électronique vont devenir dépendants? J'en sais rien. Ceux qui ont expérimenté la chicha à 12 ans, est-ce qu'ils vont être plus fumeurs? Pour l'instant, je n'en sais strictement rien et personne ne peut en savoir. Et je veux ne jamais savoir. Je revendique de prendre des mesures pour qu'on ne sache jamais. Oui, mais moi je parle des gens qui ne sont pas fumeurs. Ah, mais je parle des jeunes pas fumeurs, parce que la plupart des jeunes, ils sont à 12 ans, il n'y a pas beaucoup de jeunes fumeurs. Je vous parle des 12-19 ans, on a une grosse majorité de pas fumeurs. Monsieur Ricard. Oui, donc manifestement, un des points qui sort du rapport, c'est l'émergence dans le champ de la lutte contre le tabac, de la réduction des risques, ce qui n'existait pas auparavant. On a quand même d'autres champs, en particulier sur les drogues injectables, où on a vu un certain nombre de problématiques du même genre arriver, qui ne me semblent pas complètement décalées par rapport à ce qui est en train. Mais on voit qu'il y a, et dans la salle, au niveau des glissements sémantiques, on voit que avoir des produits de substitution, c'est-à-dire qui ne met pas en cause la question de l'arrêt ou de la prolongation de l'intoxication, ça n'est pas la même chose que d'avoir des produits de sevrage. Donc, je pense qu'il est important, par rapport à l'hygiène du vocabulaire, de faire attention et que ça n'est pas seulement le terme de vapoter. On voit bien qu'il y a actuellement la constitution d'une forme de démarche communautaire autour des vapoteurs, et que peut-être qu'il serait intéressant d'avoir des études de sciences humaines et sociales pour surveiller ces phénomènes, et que la question de l'entrée directe ou pas, avec les circulations sur le web, sur les lieux de vente entre les jeunes et cette nouvelle communauté d'usage, et on va être carrément sur un nouveau mode de vie, avec ce qu'on a connu au début du tabac, c'est-à-dire une forme, je dirais, de convivialité, d'usage, et ces éléments, à mon avis, sont un gros enjeu aujourd'hui. Donc il ne faudrait pas les louper en se disant, on a des commerciaux qui s'organisent, qui utilisent bien le truc, et on ne sait pas trop ce qui se passe. Après, il y a la question de l'initiation, de la réglementation avec ces produits, qu'est-ce qui est vendable, qu'est-ce qui est contrôlé, qu'est-ce qui n'est pas contrôlé, parce que j'irai dans le sens de la question sur les 40 mg et sur les modalités d'emballage. Si demain il y a un accident, je pense que tout le monde va s'en prendre plein la figure. Et ça va faire un gros scandale. Et je pense que dans l'évolution qu'il y a actuellement, on se dit, j'ai l'impression qu'il est urgent d'attendre, mais s'il y a un scandale, je pense qu'il ne sera pas urgent d'attendre. Excusez de faire cet alarmisme, mais je pense qu'il y a un gros danger là-dessus. Donc, je dirais qu'il y a à la fois le côté communautaire à surveiller, et puis il y a des questions de réglementation qui vont se poser de façon, à mon avis, plus urgente que ce qu'on peut penser. La dernière chose, je reviens à la communauté d'usage, on est aujourd'hui sur la question aussi de la normalisation. Le vapotage, c'est une façon de réintroduire la cigarette dans l'univers visuel et l'univers mental des jeunes. Et la question de la dissociation, il va falloir la poser. C'est-à-dire, le mode de vocabulaire, la façon dont on présente les produits peut avoir une grosse incidence sur le fait qu'on continue à faire de la promotion de la cigarette et du tabac, ou on fait un clivage et c'est autre chose. C'est clair, mais le Subutex et la méthadone, c'est bon pour les toxicomanes, c'est pas bon quand c'est le produit d'initiation à la toxicomanie, on est tout à fait d'accord. En ce qui concerne le risque, il y a eu aujourd'hui 200 morts du tabac, à ma connaissance, il n'y a pas eu de mort du liquide aujourd'hui. Donc même s'il y a moins de consommateurs, c'est clair que pour un non-consommateur et pour un accident d'un enfant qui touche chez majeur, pour un consommateur, je pense que le bénéfice est tellement important, sinon il ne faut pas faire rouler les ambulances, peut-être pas avoir un accident. Alors il est déjà 5h06, à 17h je devais donner la parole à Yves Bure, je la donne tout de suite parce qu'il levait le doigt, et c'est vrai que ce serait une faute de goût de ne pas lui donner la parole.
Avec un micro, c'est toujours mieux pour parler. Oui, je voulais vous interpeller, en fait, vous. Hein, parce que là, nous parlons, un rapport vient d'être commis. Il donne un certain nombre de recommandations. Nous avons été nombreux à commettre des rapports. Je suis bien placé pour le savoir. Tout comme les membres de la Cour des comptes. Je dirais, quand est-ce que le gouvernement, le ministère va prendre des décisions? Oui, naturellement, je ne vous demande pas de répondre à vous, mais je demande quand est-ce que le ministère, ne serait-ce que par le principe de précaution. Parce que quand j'entends qu'on va commencer à donner, commander des rapports à la HAS, à la NSM, on va dire on va encore attendre 2-3 ans, donc pas besoin de prendre de décision. Quand le phénomène se sera installé durablement dans la société, la décision, toute évolution sur les habitudes prises vont être beaucoup plus contraignantes. Et donc, est-ce que, au nom de ce principe de précaution que l'administration, je dirais, nous administre, je suis bien placé en tant qu'élu local, à longueur d'année, est-ce que vous allez, je dirais, est-ce que le ministère va bouger et agir plus vite que d'habitude? Dans le cas présent, si on réunissait tous les marchands et tous les clubs de vapoteurs et le ministère, je suis sûr qu'en commun, ils mettraient déjà 50% des recommandations, il y aurait un accord entre tout le monde, ce qui n'est pas le cas dans le tabac. Merci. Il est déjà 17h08, donc non mais je veux dire, je n'ai pas le coup de me défiler non plus, mais je pense qu'on a un phénomène émergent qui est rapide, il y a quand même eu un rapport qui a été demandé pour faire le point. J'ai compris dans la salle qu'il y avait un fort intérêt pour ce travail-là, un travail de plusieurs mois, qui est quand même un travail important. Ça a été dit aussi qu'on est dans un phénomène qui est non seulement en pleine évolution, mais aussi l'état des connaissances est en pleine évolution. Et je crois que déjà, pour un phénomène qui est quand même très récent, mobiliser des experts comme ils ont pu être mobilisés pour produire ce travail, d'autres, des agences sanitaires qui vont aussi être mobilisées dans ce temps qui est relativement court quand même, je pense que c'est le signe d'une volonté d'agir qui évidemment, après, quand elle aura beaucoup plus d'éléments à sa disposition, pourra prendre les précautions qui seront nécessaires. Jean-Pierre Couton, et après je redonne la parole à Yves. Non, je voulais juste intervenir d'une place qui n'est donc pas celle d'un tabacologue pour dire que deux choses que moi je peux retenir, c'est tout ce qui a été dit sur la réduction des risques, et je crois que ce serait dommage de ne pas regarder, pas forcément de façon frontale, mais effectivement comme quelque chose qui peut apprendre, parce que ce que vous découvrez sur les communautés, c'est un instrument très précieux dans la réduction des risques, sur les usages illicites ou des choses tout à fait intéressantes. Ce n'est pas qu'un instrument de désinformation, c'est tout à fait précieux. La deuxième chose, c'est quand même si ça a un petit peu fait réagir, on a un autre produit qui s'est imposé comme ça du jour au lendemain, sur lequel l'État avait tenté de légiférer. Ce sont les boissons énergisantes, je vous le rappelle quand même. Et elles se sont développées à une vitesse faramineuse. Je ne veux pas redire la place qu'elles ont pris dans le sponsoring, mais je vous rappelle, M. Maillan-Chenet, qui partageait avec moi une passion pour la course à pied, que même la Fédération française d'athlétisme s'est fait piéger à distribuer dans ses compétitions des boissons énergisantes à la place même de boissons reconstituantes. Donc là, on voit bien quelque chose qui est de l'impact d'une invention qui vient tenir une place. Et c'est la dernière chose que je voudrais dire. Qu'est-ce qu'elle vient tenir? Elle vient tenir une place sur laquelle vous n'êtes pas toujours à l'aise, les tabacologues. Une place parce qu'elle vient répondre à des effets recherchés. Elle vient répondre à quelque chose dont les usagers disent, quoi que vous fassiez, j'en ai besoin. Vous avez glissé rapidement, que vous aviez découvert ou vous aviez repéré comment il tenait à ce plaisir apporté par le litre, et vous avez retrouvé ce que les alcoologues connaissent bien mieux que vous, et vous allez y venir, c'est l'utilisation des arômes pour planquer derrière l'arôme un certain nombre d'autres substances. Donc je crois qu'il y a des choses extrêmement intéressantes à aller regarder dans les trucs d'à côté, non pas pour s'enfermer dans une position frontale, mais effectivement pour sécuriser le plus possible quelque chose, et là on est tous d'accord, pour éviter que du coup ça devienne des produits d'incitation non encadrés, mais je crois que les remarques sur les études complémentaires, non pas pour gagner du temps, hein, pour
pousser la décision, mais pour accompagner ce qu'on est en train de découvrir, sont extrêmement importantes si on veut garder le bénéfice de réduction des risques et le bénéfice de quelque chose qui diminue les inconvénients. Voilà, c'est juste ces petites remarques sur ces 3 points qui pourraient nous aider à avancer sur ce problème. Je rappelle que sur les boissons énergisantes, voilà, l'encadrement n'avait pas été aussi évident. Oui, mais visiblement, ça va être ça. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, merci pour l'intérêt pour cette session. Merci pour les Merci la DGS avec qui on a bien travaillé, qui nous ont confié le travail, et ça s'est passé de façon très intelligente et bien. Et on espère que c'est la déjà partir chez les buralistes ou à Bercy. Ne partez pas.